Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour la conférence qu'on vous propose aujourd'hui autour du numérique, des outils numériques au service des élevages pastoraux. Je vais en profiter au tout début pour remercier les organisateurs des rencontres pasto de nous offrir l'opportunité de venir vous présenter des informations, mais aussi des travaux de recherche qui sont menés sur la thématique. Et donc, pour cette conférence, en fait, on vous propose trois présentations sur l'heure qui va s'écouler, environ 15 minutes pour chaque, pour qu'on ait un temps d'échange à la fin. Et donc, je vais tout d'abord commencer par vous présenter des travaux qui ont permis de recenser les besoins en termes d'usage du numérique, on va dire adaptés aux systèmes pastoraux, et puis quelles solutions pourraient y répondre. Donc, des solutions qui sont actuellement sur le marché et d'autres qui sont en cours de développement, avec des exemples qui viendront de cas de France, de Norvège et d'Écosse. Et ensuite, ce sera notre collègue Jean-Baptiste Ménassol de l'Institut Agro de Montpellier qui vous présentera des freins et leviers à l'intégration des outils numériques pour ce type de système d'élevage. Et enfin, notre collègue Mauro Bessignana de l'Italie qui vous présentera un cas d'étude sur l'utilisation de la cartographie à partir de données de télédétection pour la végétation d'alpage. Donc tout d'abord pour cette première présentation autour des besoins et des solutions utilisables en système pasto au niveau du numérique. Donc, comme je l'ai dit, ça regroupera des exemples de différents pays. Donc, vous avez ici la liste des contributeurs des centres de recherche d'Écosse, Madame Claire Morgan Davis, Lise Grova de Norvège, les collègues de l'Institut de l'élevage Pierre-Guillaume Grisot et Estelle Nicolas et Rémi Lecomte de la Maison régionale de l'élevage en région PACA. Donc, je ne vais pas faire un grand contexte sur l'élevage pastoral. Si vous avez participé à différentes éditions et conférences des rencontres pasto, vous avez eu un contexte qui est déjà bien brossé. Mais juste rappeler quelques éléments en fait autour de la diversité des systèmes d'élevage pastoraux et qui impactent en fait ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut faire avec les outils numériques. Dans tous les cas, je vous ai mis des photos qui montrent un peu de différents paysages sur lesquels pâturent les animaux dans ces trois pays. Mais ce qui fait sens commun et ce qui peut permettre en fait, de se questionner sur l'usage et dans quelle modalité on peut utiliser ces outils, c'est dans tous les cas, on a des grands troupeaux, que ce soit des bovins ou surtout les petits ruminants, c'est des grands troupeaux, c'est de très grands espaces. Donc face à ça, on va se poser des questions sur la quantité d'outils numériques qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser, leur localisation sur ce territoire-là. C'est souvent des espaces dans lesquels on peut trouver avoir des zones accidentées, difficiles d'accès, et qui vont aussi poser la question de la manière dont on peut utiliser les outils numériques. Des questions d'éloignement d'un site d'exploitation, site de pâturage qui peuvent être fortement éloignés. Des questions de couverture des réseaux. On est en extérieur sur ce type d'élevage, on a peu. Quelquefois, ça dépend des saisons et ça dépend des systèmes et des pays, mais on va avoir peu recours aux bâtiments. Et donc, en fait, dans ces cas-là, on va avoir des équipements qui soient autonomes en termes d'électricité, de batterie. Et puis, on va se poser la question aussi de la transhumance, de la pratique du pâturage avec une mobilité des troupeaux et des bergers. Et donc, il va falloir qu'il y ait une problématique autour de le transport de l'équipement, de l'accès par des routes et voilà, de la mobilité de ces outils-là. Je ne vais pas revenir en détail, vous en aurez plus d'informations dans la deuxième présentation, mais c'était pour brosser un peu le cadre. Et dans différents projets, donc projet européen qui s'appelait le SMART, pour Small Ruminant Technology, donc qui était un projet qui visait à étudier le développement des nouvelles technologies spécifiquement aux filières de petits ruminants, pas que dans des systèmes pastoraux, mais beaucoup plus large. Et un autre projet régional PACAPIT en région PACA sur l'utilisation de ces outils, mais là vraiment sur des systèmes production d'agneaux et systèmes pastoraux. On a grosso modo résumé les besoins des éleveurs autour de 4 grandes thématiques qu'on va vous expliquer petit à petit. Donc, utilisation et surveillance des clôtures, donc sur les espaces pastoraux pour gérer le pâturage des animaux, la gestion des ressources, que ce soit herbagère ou la ressource en eau, la gestion du pâturage sur les modalités de temps passé sur les différents espaces et la manière dont on va les découper en paddock ou pas. La localisation et la surveillance des animaux, donc des individus, mais à la fois localisation aussi des troupeaux, et puis tout ce qui va être autour de la santé, du bien-être et du comportement des animaux. Donc ces 4 grandes thématiques qui normalement regroupent à peu près l'ensemble des enjeux des systèmes pastoraux actuellement sur l'usage du numérique. Je vais vous les présenter par thème avec des exemples de solutions. Donc ça ne se veut pas exhaustif parce que là, en quinzaine de minutes, on ne peut pas tout aborder. Je vais vous donner des grands thèmes, des grands exemples de technologies utilisables par les éleveurs
qui sont normalement disponibles sur le marché ou proches, on va dire, d'un développement. Et après, on fera quelques focus. Donc, sur l'utilisation et la surveillance des clôtures, donc trois grandes catégories d'outils peuvent aider les éleveurs. Ça va être dans un premier temps, par exemple, le drone, donc qui va permettre une surveillance des clôtures en déportant l'œil de l'éleveur dans le ciel. C'est un petit peu comme ça qu'on résume le drone, qui va permettre de repérer où est-ce qu'il y a un problème, si le fil a été coupé, s'il y a un problème de poteau qui est tombé, etc. Et qui va aussi permettre d'aider parfois au déplacement des animaux. Certains drones ont aussi des micros. Donc, vous pouvez utiliser votre propre voix, enregistrer des sons, des bruits de patou, etc. Il y a des pays qui utilisent ce type de technologie et ce type d'options sur les drones. Les clôtures connectées, donc je pense que la majorité connaissent, c'est assez simple en fait, c'est accès à distance avec une application au poste de clôture pour l'allumer ou l'éteindre. Et donc ça, il y a différents systèmes qui peuvent être utilisés et on peut recevoir des alertes quand il y a une coupure ou un niveau trop bas. Et donc ça peut permettre d'éviter de se déplacer sur site. Et il y a certains systèmes qui permettent de localiser assez précisément la zone qui est en défaut. Et le dernier exemple, c'est la clôture virtuelle. Ça, c'était un système qui a été développé dans un premier temps beaucoup en Norvège. Donc, je vais vous le présenter un petit peu. Mais on a un volet GPS dans l'outil qui permet de localiser les animaux. Et on a un système qui permet de définir des limites et d'envoyer des stimuli, qu'ils soient sonores ou électriques, aux animaux lorsqu'ils tentent de le dépasser. Donc, c'est un petit peu le focus qu'on va faire là dans cette diapositive. Donc, le principe de fonctionnement, là, vous avez un petit schéma entre la zone verte et la zone plus orangée. Vous avez la limite en pointillé d'une clôture virtuelle qui a été définie via une application, l'application qui est associée au collier. Et donc, quand l'animal s'approche, en fait, il y a deux étapes. Bon, bien entendu, la première étape, c'est de l'équiper du collier spécifique de clôture virtuelle, définir la limitation des parcelles ou des paddocks que l'on veut, dans lesquels ils sont placés. Et au niveau de l'outil GPS, donc de la géolocalisation du collier, ça va permettre de voir si sa position, elle est dans ou en dehors enfin, s'il s'approche de la limite et si, in fine, il est en dehors. Il y a deux types, pardon, de stimuli qui sont annoncés à l'animal en 3 temps, en général. D'abord, un stimuli sonore pour lui dire qu'il s'approche, un stimuli électrique, et ça, c'est répété 3 fois. Si jamais, malgré ces 3 fois, il dépasse, il sort du champ de détection, et là, il y a de toute façon une alerte qui est envoyée à l'éleveur, mais l'animal a dépassé la limite qui avait été définie sur la carte. Donc, c'est un avantage, mais ça n'empêche pas forcément l'animal de vouloir vraiment le dépasser. Il y a eu plusieurs essais qui ont été faits, alors je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais c'est pour ceux qui sont intéressés par la clôture virtuelle, il y a un réseau qui s'appelle les DigiFermes, réseau en France de fermes expérimentales qui testent les outils numériques. Il y a eu plein d'essais dans différentes espèces, en bovin, en caprin et en ovin. Donc, vous pouvez retrouver des rapports d'essais. À l'époque, c'était sur le premier système qui avait été commercialisé, le système norvégien NoFence. Donc, la collègue norvégienne nous a fait pas mal de retours là-dessus. Actuellement, c'est un pays dans lequel c'est très très développé. Vous voyez, il y a plus de 150 000 colliers actifs en ce moment en Norvège. Pourquoi ce succès? Principalement déjà parce que bon, il y a des entreprises qui sont assez force de proposition dans le développement d'outils, mais en plus parce que le système là-bas est subventionné. Donc il y a une subvention à l'achat du système qui aide quand même pas mal les éleveurs à l'utiliser, chose que pour l'instant, en tout cas, n'existe pas en France. Les éleveurs norvégiens expriment plusieurs points de satisfaction, on va dire. Ils estiment qu'ils gagnent du temps. Il faut se replacer aussi dans le système norvégien, grands espaces, que ce soit pour les bovins, les ovins ou même les rennes. Alors, ils n'équipent pas forcément les rennes de clôture, mais voilà, des grandes, des vastes étendues de territoire qu'ils parcourent. Donc, les éleveurs vont essayer de limiter leur temps de définition des paddocks et essayer de ne pas utiliser de clôture physique. C'est pas leur objectif. Ils estiment aussi que ça leur permet de définir des zones sûres de pâturage, parce qu'il y a de fortes zones accidentées sur lesquelles ils ont peur que les animaux se blessent parce qu'il y a eu un mouvement de panique du troupeau, etc. Donc, ils limitent l'accès à ces zones-là aussi. Ça leur permet de visualiser où sont les animaux, donc ça, c'est la fonctionnalité d'un GPS classique, et de recevoir des alertes, bien entendu, quand ils quittent la zone. Si on élargit un peu côté frein, on va pas dire que pour les Norvégiens, mais même pour une projection dans d'autres pays, souvent c'est le coût, parce que le collier est assez cher. Il faut monter environ 350 à 400 euros le collier. Donc c'est quand même un coût assez important vis-à-vis de la taille des troupeaux, surtout pour les petits ruminants.
Je vous ai mis d'autres exemples parce qu'on ne va pas parler que Nofen si on n'est pas là pour faire de la publicité, mais une autre marque norvégienne et Gallagher qui vient de sortir aussi un nouveau modèle de collier de clôture virtuelle. Sur la gestion des ressources, donc 3 exemples principaux aussi, on va dire. Côté pratique, quand on veut s'assurer que la ressource en eau est disponible, et un outils simples qui peut être utilisé, c'est la jauge de tonne à eau. Donc ça, c'est un outil qui est déjà commercialisé. Donc j'ai mis aussi un exemple de celui de Blue Level de la buvette, mais il y en a d'autres. Qu'est-ce que ça vous permet d'avoir un suivi en temps réel? Donc il y a une application associée aussi qui vous permet de savoir où en est le niveau d'eau de votre abreuvoir, de votre tonne, peu importe. Et vous pouvez aussi paramétrer des réceptions d'alerte. J'en profite sur cet exemple-là pour citer un autre sujet qui peut être intéressant sur le numérique, c'est toute la thématique de l'autoconstruction. Et pour ceux qui sont intéressés par ça, autoconstruire ces capteurs, c'est possible, pas sur tout, mais en tout cas sur ce type de fonctionnalité, c'est possible. Vous avez comment dire, un camion de découverte du numérique qui s'appelle le Mobilab, qui a été développé avec la chaire agrotique à l'Institut Agro de Montpellier. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur leur site web, des tutos écrits et des tutos vidéo aussi. Et pour ceux qui sont en région Occitanie, le Mobilab en général fait des tournées dans les chambres d'agriculture, dans les lycées agricoles, et ça va continuer de se développer. Donc si vous êtes intéressé par l'autoconstruction, n'hésitez pas à aller regarder sur ces 2 sites web. Les herbomètres, pour ceux qui veulent mesurer ou évaluer la hauteur d'herbe et la quantité d'herbe disponible à la pâture. Bon, je pense que c'est un outil qui est assez connu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Grasco, c'est un outil qui est développé en Nouvelle-Zélande. Là, j'ai fait un peu un écart sur la carte et les pays dont je vous avais parlé au tout début. C'est un système qui va permettre, en fait, grâce à vous avez une petite remorque tractée, de mesurer la hauteur d'herbe et la densité d'herbe. Et ils ont développé un modèle donc, qui vous sort, in fine, un indice. Et cet indice, qui s'appelle le taux d'herbe, vous permet de faire un suivi. Il est idéalement, donc vous le crochetez un quad ou un petit tracteur et vous parcourez dans la parcelle un petit peu avec un plan d'échantillonnage comme on le ferait avec un herbomètre. Il y a un protocole à suivre, mais vous pouvez l'utiliser. Les retours qu'on avait eus, des collègues qui sont allés le voir en Nouvelle-Zélande, précisent qu'il faut quand même avoir un historique de données sur ces parcelles pour pouvoir juger de la valeur de l'indice. C'est pas dès la première mesure qu'on va pouvoir se dire cet indice-là correspond à une hauteur et une densité d'herbe bonne pour ma parcelle. Il faut quand même la faire fait idéalement sur plusieurs saisons. Et au bout d'un an, au moins, on a une bonne visibilité de la végétation. Au niveau de la localisation des animaux, c'est des outils assez classiques, mais qui sont quand même importants maintenant et qui se développent très bien. Toute la thématique des colliers GPS, donc là il y a plein de marques aussi, le rôle de géolocaliser vos animaux, de faire des suivis plus ou moins fréquents. Normalement, c'est des données qui sont paramétrables via les applications et qui peuvent être aussi, selon les modèles, liées à des accéléromètres. Et avec un accéléromètre, vous allez avoir aussi d'autres informations sur le comportement, l'activité des animaux. Peut-être des points de vigilance sur ces éléments-là. Quand on parle de fréquence de données, de fréquence d'acquisition, c'est combien de fois je veux recevoir le message sur le positionnement de mes animaux. Ça implique la consommation d'énergie et donc ça va jouer sur la consommation de votre batterie. Donc selon les temps de pâturage, les temps de transhumance que vous avez, c'est quelque chose à prendre en compte pour essayer de trouver un compromis entre je dois réattraper mes animaux, changer la batterie, ou est-ce que je veux moins de points, j'accepte d'avoir moins de points et ils peuvent les porter plus longtemps. Et au niveau des accéléromètres sur le comportement, c'est aussi un point de vigilance sur la précision des algorithmes. N'hésitez pas à questionner les fabricants sur ces aspects-là aussi pour savoir si c'est des algorithmes qui ont été développés pour votre espèce. Un algorithme de comportement sur le vache ne va pas être valable sur les ovins, par exemple. Les boucles GPS, c'est un peu le même système, sauf que là, c'est un modèle qui se porte à l'oreille. Voilà, c'est une autre avancée technologique et qui, en plus, je vous ai mis 2 exemples, que ce soit en collier, là, ça peut être porté sur le ruban d'un collier, mais ça c'est auriculaire. Vous avez des petits panneaux solaires, donc toujours de la recherche en cours sur la tentative d'autonomie de ces outils pour pouvoir éviter de changer des batteries. Et enfin le drone, donc en survol volant pour vérifier où sont les animaux, apporter éventuellement de l'assistance. Et c'est le petit focus qu'on va faire maintenant. Non, j'avais mis un focus collier GPS, donc j'en ai peut-être déjà trop dit, mais voilà. Vous avez le fonctionnement du collier, donc le collier communique avec les satellites par vos GPS. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est le deuxième point de vigilance aussi sur ce système. Quand vous choisissez un collier, vérifiez aussi que le système de communication est compatible avec les réseaux que vous avez sur votre site, mais aussi sur les espaces que les animaux vont fréquenter au pâturage. Donc ça, c'est très important. Il y a des réseaux GSM, des réseaux LoRa qui sont disponibles et vous avez des nouveaux modèles maintenant qui sortent avec des colliers satellitaires donc qui vous permettent de vous
connecter quand vous avez un mauvais réseau GSM, vous passez par les réseaux satellites. Donc j'ai parlé d'autonomie, de fréquence de remontée des données, de réseau, la taille et le poids du collier aussi selon les types d'animal que vous avez, et le nombre d'animaux à équiper selon vos besoins, les brebis meneuses, la taille du troupeau, c'est des choses à regarder. En termes de gains, que ce soit les éleveurs français, les éleveurs norvégiens, ben voilà, c'est du gain de temps, du confort de travail, de la sécurité. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails pour garder le temps qui passe déjà vite. Drone. L'idée du drone, c'est d'avoir les yeux déportés. C'est comme une paire de jumelles dans le ciel. Ce qu'on dit souvent, c'est voilà, vérifier où sont mes animaux, premier avantage. Pouvoir les compter. Alors les compter, si on a une petite troupe et qu'on arrive à dézoomer ou à zoomer, ben, on peut éventuellement compter un nombre d'animaux en image en direct. J'ai mis en cours parce qu'en fait là, c'est un autre projet à l'Institut de l'élevage. Donc il y a eu une présentation hier, pour ceux qui étaient déjà là, spécifique sur le drone et le comptage des animaux. C'est un développement qui est en cours. À partir des vidéos de drones, on est en train de développer un algorithme de comptage des bovins et des ovins. Et donc, on espère qu'à moyen terme, ça puisse être réutilisé par les sociétés qui développent ces outils comme une capsule qu'on pourrait utiliser dans le système de visionnage. Ça permet de faire de la surveillance classique. Hein. Vous voyez les zooms, de voir repérer les animaux qui sont en difficulté, qui sont sur le dos. On l'a dit tout à l'heure, la surveillance des clôtures. Et je l'ai laissé sous forme de question, mais il y a des pays, des éleveurs, des bergers qui cherchent à utiliser ce type de technologie aussi comme manière de pousser les animaux, de les faire avancer, les faire revenir à un endroit ou les faire quitter une zone. Si vous êtes intéressé sur les drones, rapidement, c'est très attractif. Il y a de plus en plus d'éleveurs qui s'équipent. On était en 2023 à 9% en France d'éleveurs qui étaient équipés et une trentaine de pourcents qui est annoncé vouloir s'équiper dans les prochaines années. Du coup, on a répondu un petit peu à cette demande. Enfin, en tout cas, on a essayé. On a élaboré un guide d'usage du drone en élevage avec tout un tas de rappels sur la réglementation, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des zones où on n'a pas le droit de voler. Il y a des conditions de vol, il y a des aspects réglementés. Il faut toujours avoir le vol à vue. Et donc, ce guide-là, il est disponible sur le site de l'Institut de l'élevage. Il est disponible en français et en anglais et il est gratuit. En termes de santé et bien-être des animaux, pour finir, il y a différents travaux, j'ai cité des exemples, ça ne recouvre pas tout non plus là. Je vais peut-être commencer par le milieu, l'autopesée dynamique. Donc ça, c'est des travaux qui sont faits avec les collègues de l'INRA, notamment l'INRA de Montpellier, sur la polosée volontaire des animaux. Donc là, vous avez en photo un système de pesée avec un côté une entrée, un côté une sortie. Et les animaux, l'idée c'est qu'ils viennent d'eux-mêmes parce qu'il y a de chaque côté du paddock quelque chose d'intéressant. Ça peut être l'eau, ça peut être le foin, une pierre à sel ou des choses comme ça. Mais ils vont venir circuler. Il y a un temps d'apprentissage, mais qui est assez court finalement. C'est utilisable en système extensif. Ça a été testé pour ceux qui connaissent à la bergerie de Lafage en Aveyron. Et c'est un système qui s'est développé au fur et à mesure. Maintenant, il intègre un panneau solaire, il est autonome en énergie. Et l'idée, c'est d'avoir un suivi quotidien du poids. Et les chercheurs qui travaillent dessus continuent de travailler sur l'utilisation de cette donnée de poids pour repérer peut-être des avortements, des problèmes de croissance grâce à cette donnée quotidienne. Il y a des animaux qui vont se peser plusieurs fois par jour. Peut-être qu'une donnée tous les 2 ou 3 jours peut être aussi suffisante sur ça. Au niveau de l'identification, il y a plusieurs systèmes. Vous connaissez tous l'identification électronique basse fréquence qui est la boucle OVIN obligatoire. Et il y a aussi un deuxième système qui s'appelle l'ultra haute fréquence. Donc c'est un autre type de boucle. C'est assez invisible quand on regarde une boucle plastique. C'est la technologie à l'intérieur qui change. Je vais en faire un petit focus juste après. Et avant, je vais vous parler de capteurs de proximité. Donc là, c'est aussi un petit système d'identification, on va dire, qui fonctionne avec la technologie Bluetooth. Donc, ça ressemble un petit peu au petit badge que vous pouvez avoir en termes de taille sur les entrées d'immeubles ou des choses comme ça. Ça a été testé en Écosse, hein, c'est développé avec l'Écosse. C'est porté soit par l'agneau, soit par la brebis. Et l'idée, c'est que ce capteur-là, il est détecté par un boîtier là, qu'on appelle, on va le résumer comme une antenne. Et donc, ça permet de mesurer à la fois la présence des lieux de fréquentation. Donc, ça peut être mis à un abreuvoir, à une auge, à une entrée de champ, à une entrée de bâtiment. Et ça permet aussi, c'est une problématique très écossaise, de suivre la fréquentation, le suivi en tout cas de l'agneau avec sa mère. Donc, la mère porte l'antenne et les petits portent le petit beacons. Donc, on récupère des données relatives. Quand on a plusieurs boîtiers, on peut faire par triangularisation retrouver la position de l'animal. Et puis, quand c'est la mère et l'agneau, on mesure, en fait, grâce à la force du signal, le rapprochement des animaux. Pour retrouver un agneau soit qui est en mauvaise santé, qui est perdu ou des choses comme ça. Et pour finir sur la boucle électronique haute fréquence,
Donc en fait, là, il y a un cas d'usage en système pastoral que je trouvais assez intéressant pour illustrer cette technologie. En résumé, la boucle, enfin la technologie RFID haute fréquence, ultra haute fréquence, par rapport à la basse fréquence qui est utilisée en élevage, c'est que vous pouvez lire plusieurs animaux en même temps et à des distances beaucoup plus grandes. Pour ceux qui connaissent le bâton de lecture, vous êtes obligé de vous approcher vraiment de l'animal et de vous en lisez un seul à la fois avec une antenne haute fréquence. Donc ici sur le dispositif qui est là, donc c'est un parc dans lequel il y a un couloir assez resserré. Il y a un portique qui est là et ici vous trouvez plusieurs antennes et donc elles vont chercher les boucles quand il y a un passage. Donc c'est des 4 antennes qui ont été placées et il y a eu des essais. En général, on atteint assez vite les 100% quand il y a eu un bon paramétrage par rapport au positionnement de la hauteur. Alors à quoi ça sert? Ça permet de repérer tous les tags, donc on va avoir la liste des numéros de boucle, d'identifier les animaux. Ça permet de faire du comptage. Donc on peut faire des inventaires, et notamment dans les systèmes pastoraux, ce qui a été mis en avant par la CT des essais à la ferme de Carmejane en PACA, de faire des comptages au retour en parc de nuit, par exemple. Donc en contexte de prédation, ça peut être utile pour l'éleveur, pour le berger, à vérifier qu'il a récupéré tous ses animaux. Donc je vais conclure pour essayer de respecter le temps. De manière générale, il y a quand même des technologies qui se sont développées. Alors, très souvent d'abord chez les bovins. Elles ont été ensuite adaptées chez les petits ruminants. Mais il existe quand même un certain nombre d'outils qui sont disponibles et utilisables en contexte d'élevage pastoral. C'est ce qu'il faut retenir. Il y a des prototypes qui vont arriver. On a parlé des collets GPS, des nouveaux systèmes de télécommunication, notamment avec les réseaux satellitaires, le Bluetooth aussi, les antennes LoRa, et notre collègue va en parler tout à l'heure. Ça permet de répondre quand même globalement à pas mal d'enjeux, pas tous, certes, mais gardez toujours à l'esprit qu'au moment où vous allez vouloir vous équiper, il y a quand même certains points de vigilance qu'il faut avoir en tête. J'ai listé quelques-uns, là, notamment au travers de l'adaptation à votre système, de la couverture de réseau, du coût. N'hésitez pas à comparer aussi. Il y a des outils qui sont développés par plusieurs pays et la manière dont vous allez être alerté, si vous pouvez paramétrer des alertes et si vous pouvez les paramétrer, à quel point vous les voulez ou pas, parce que des fois, ça peut être un petit peu envahissant. Dans les avantages, il y a eu souvent le temps gagné, le confort de travail qui est cité. Et quelquefois, l'attractivité. Je vois que dans la salle, il y a beaucoup de jeunes, donc ça fait aussi plaisir de voir que les jeunes s'intéressent aussi à ces outils-là. Donc voilà, si vous avez des questions, on sera là dans le dernier quart d'heure pour y répondre. Pour aller plus loin, juste quelques informations. Il y a un petit inventaire des technologies utilisables en système pastoraux qu'on a fait sur le site de l'Institut de l'élevage, qui est issu du projet PACAPIT. Alors, je pense que je ne sais pas si les diapos seront disponibles sur le site du sommet ou via Pasto, les rencontres Pasto, mais sinon vous tapez Institut de l'élevage, inventaire technologie pastorale, vous allez tomber dessus. On a dans 2 projets principalement, Smart Élevage et Smart, développé plein de fiches techniques qui décrivent en fait les outils. Donc vous allez retrouver une fiche sur les GPS, les clôtures virtuelles, etc. Et une dernière information que je vais vous donner, c'est un nouveau réseau européen qui démarre cette année. Donc vous avez le panneau ici, mais l'information est là aussi, qui s'appelle DigiRangeland. C'est un projet dédié aux technologies et aux innovations numériques, utiles pour les éleveurs pastoraux, pour leurs conseillers, leur encadrement technique, on va dire, et pour tous les usagers du territoire. Donc pour ceux qui ont assisté à d'autres conférences des rencontres pasto, on va chercher aussi des technologies et des données qui vont être utiles aux autres usagers, tourisme, sport, randonnée, chasse, etc. Et voir comment ces outils et ces données peuvent aider à mieux partager l'espace, à éviter des conflits, à essayer de tirer au mieux parti de l'avantage de ces technologies pour tous. Donc vous pouvez les rejoindre, il y a un site internet, il y a une newsletter, et si vous êtes intéressé de participer aux événements du réseau, n'hésitez pas à nous contacter. Ou à me contacter, vous avez le mail en dessous. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis on va passer à la deuxième présentation. Je pense qu'on garde les questions pour la fin si ça vous convient. Merci. Merci Germain. Bonjour à tous. Du coup, moi je m'appelle Jean-Baptiste Menassol, je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro-Montpellier, donc une école qui forme des ingénieurs agronomes. Moi, je suis pas de base trop versé dans la technologie. Moi, je fais de l'étude du comportement animal et plutôt dans des systèmes extensifs et pastoraux. Ça vient de l'attachement de mon UMR, une unité de recherche qui est spécialisée dans les systèmes plutôt familiaux et pastoraux. Et à travers mes développements pour le suivi du comportement animal, j'ai été amené à développer des outils et des technologies et me rendre compte, chemin faisant, à travers le do-it-yourself, la fabrication propre et puis le développement de terrain, me rendre compte des difficultés, des leviers qu'on pouvait lever pour intégrer du numérique dans les systèmes pastoraux.
en essayant d'identifier vraiment tous les points critiques et les points de vigilance. Donc, à travers la présentation que vous a fait Germain, et pour éviter d'être trop redondant, je me permets de suppléer le fait que il y a énormément de besoins qui sont associés au système de fonctionnement, aux systèmes pastoraux, et qui peuvent être remplis par des technologies du numérique, hein. Moi, ce à quoi je vais m'attarder, c'est davantage montrer à une échelle un peu macroscopique quels sont les freins à la mobilisation du numérique, et puis essayer à travers les leviers que j'ai illustrés de donner des exemples les plus concrets possibles. Donc si ça manque un peu d'applications concrètes, n'hésitez pas à travers les questions, notamment autour des freins, je pourrais aussi un peu plus préciser s'il est nécessaire d'aller un peu plus dans le détail. Donc d'une manière générale, le numérique, on n'a plus vraiment d'enjeux autour des technologies à l'heure actuelle, en tout cas pour la plupart des applications en élevage. Il y a eu énormément de développement autour des capteurs, des réseaux de communication, des capacités de stockage, d'analyse de données, tout ce qui est autour de l'algorithmique et puis de la visualisation des données, tout ce qui concerne les automates. Donc maintenant, c'est davantage des enjeux autour des usages. Comment ces technologies, on les met en marche et comment ça sert efficacement l'éleveur, comment ça peut lui apporter quelque chose de concret sur son élevage. Les besoins sont réels, Germain les a déjà illustrés, et puis globalement, on peut les résumer pour les systèmes pastoraux sur le besoin en connaissance sur le fonctionnement de l'écosystème pâturé pour anticiper des impacts à plus ou moins moyen long terme, notamment en lien avec le changement climatique, et puis des informations en proche temps réel sur l'état des composantes du système pour pouvoir adapter sa conduite, cette fois à des pas de temps un peu plus courts, par exemple à l'échelle de la journée. Si je montre maintenant intégrer des outils numériques, ben, il y a différents besoins, il y a des technologies qui existent, mais comment ça se confronte, enfin, comment la confrontation des technologies avec les environnements des systèmes pastoraux se réalise? Ben là, c'est une photo, ben, alors c'est peut-être pas le système pastoral typique, mais c'est une estive, donc un alpage dans le parc naturel du Mercantour. On voit la cabane du berger, les parcs de nuit pour gérer la prédation dans ces zones-là où c'est un vrai sujet. Et puis, quand il va s'agir de développer un outil numérique dans ce système-là, on peut se poser tout un tas de questions, bon, évidemment sur les réseaux de communication, mais rien que autour de la gestion de l'énergie, hein, il faut chercher une prise pour brancher sa batterie, il faut attraper les animaux, etc. Enfin, ça devient une vraie gageure dans ces environnements-là. Donc il y a à la fois des contraintes qui sont liées à l'environnement et puis des contraintes qui sont liées vraiment à des objectifs de gestion qui sont vraiment propres à ces systèmes, notamment la grande mobilité des troupeaux. Alors c'est assez facile d'avoir des systèmes fixes quand on est sûr que les troupeaux vont revenir au même endroit. En fonction du degré de mobilité, suivre ces animaux et les suivre dans les différents environnements qu'ils vont traverser, ça peut devenir compliqué. On va avoir une diversité et puis une fragmentation de la ressource pâturée, du vol qui est possible aussi, du vol de bétail, du vol de matériel. Quand on va mettre une batterie sur une clôture, on n'est pas sûr de la retrouver le lendemain si c'est difficile à surveiller ou pas, en fonction du climat et d'autres enjeux. Et puis on a des interactions entre faune sauvage et faune domestique. Alors des interactions de prédation, mais pas que, aussi des interactions d'ordre sanitaire, des transmissions de maladies depuis la faune sauvage vers la faune domestique, et des gros enjeux autour de la gestion du parasitisme. Et puis plus globalement, les animaux et les bergers sont dépendants de la météo, mais aussi les capteurs dont on va équiper nos animaux. Donc il y a des gros enjeux autour de la résistance aux agressions physiques, aux agressions chimiques de ces différents capteurs qu'on va déployer. Donc un des premiers freins, c'est bien sur cette rencontre entre technologie et les conditions des systèmes de production. Donc là, je l'illustre, je vous ai montré la photo, la vraie photo du parc du Mercantour et du col des Champs en particulier. Ça, c'est la photo vue par Orange. Donc tout ce qui est en orange, c'est là où ils proposent de la couverture 3, 4, 5G. Et puis tout ce qui est en blanc, ce sont les zones blanches, des absences de réseau. Donc évidemment, quand on est en bas de plaine, on est content, on peut appeler ses copains, on peut avoir des capteurs GPS connectés. Et puis quand nos brebis, elles sont à col des Champs, vous voyez que là, avoir un GPS qui fonctionne sur un système SIM, c'est impossible de récupérer les données en temps réel. On peut éventuellement les récupérer quand on rentre à la cabane, mais dès qu'on a besoin d'alerte en temps réel, on se retrouve en zone blanche et c'est impossible de transmettre des données et des gros volumes de données selon les moyens qui sont traditionnels. Un deuxième frein à une autre échelle, cette fois-ci plus à l'échelle de l'amont, c'est un frein lié au tissu industriel. Donc un frein qui est lié à l'industrie. Et puis à l'échelle territoriale, pour la plupart des industriels qui sont positionnés déjà sur le marché de la technologie, les systèmes pastoraux sont considérés comme un marché mineur avec un tissu industriel qui est relâché. Alors pourquoi ce marché est considéré comme mineur? C'est lié aussi aux conditions des systèmes de production. On a une diversité des systèmes et là on va utiliser un outil pour une certaine façon dans un élevage donné. Dans un autre élevage, l'éleveur va en avoir un usage un peu différent, des conditions d'utilisation aussi différentes qui peuvent pénaliser les performances du système.
C'est des élevages aussi où on va avoir une faible valeur ajoutée par animal, en particulier sur les systèmes de petits ruminants. Et puis à l'échelle de l'exploitation, des revenus faibles qui limitent les capacités d'investissement. Et puis les zones aussi où se situent ces élevages, c'est des zones reculées avec un tissu industriel qui est relativement relâché. Donc les industriels qui sont interrogés autour de ce marché-là, ils le qualifient par son niveau de maturité, en général un faible niveau de maturité du marché, à l'échelle française, qui concerne en particulier les systèmes pastoraux, qui va limiter l'offre technologique globale et puis le peu de technologies qui sont disponibles, il y en a beaucoup qui ne sont pas conçues spécifiquement pour ces systèmes. Alors soit pour ces systèmes, soit pour des animaux, c'est ce que vous disiez Germain, des systèmes qui sont conçus pour les bovins et sur lesquels on va équiper des ovins et les ovins se comportent différemment, ont des besoins différents et des interactions avec leur environnement qui sont complètement différentes. Un troisième fin, macroscopique, il est lié à un espèce de continuum entre la formation des acteurs de l'aval et de l'amont, de l'aval, oui, et puis des efforts de communication des acteurs de l'amont. Ça, c'est une étude, enfin, c'est les résultats d'une étude sous forme d'un nuage de mots qu'on avait réalisé avec l'Observatoire des usages de l'agriculture numérique, donc qui concerne la chaire agrotique dont vous a parlé Germain précédemment, où on avait interrogé les éleveurs de différentes filières sur leur relation au numérique et leur intérêt pour le numérique. Donc, on avait les résultats sur des éleveurs bovins laitiers, des résultats sur des éleveurs en monogastrique, volailles et puis porcins. Et puis là, c'était les résultats qui étaient tout à fait originaux sur des éleveurs pâturants, alors pas que pastoraux, mais pâturants d'une manière générale. Et puis dans le nuage de mots, c'est la première fois où on avait des mots plutôt négatifs associés au numérique, donc liés à une approche enfin, du contradictoire, de l'abstraction, de la perte de temps, avec, vous voyez, en miroir avec du gain de temps, de l'inquiétude autour de l'intégration du numérique. Donc les éleveurs pastoraux et les éleveurs pâturants de manière générale et les éleveurs pastoraux en particulier sont intéressés par le numérique, très attentifs, mais en même temps un peu échaudés. Alors échaudés souvent en lien avec leur expérience. Des outils qu'ils ont intégrés dans leurs élevages qui n'ont pas les fonctions attendues ou sont moins performants ou une utilité qui n'est pas pertinente dans leur système de production. À l'échelle plus des opérateurs de l'amont, c'est souvent un manque de transparence et de communication, alors que ça pourrait être intéressant pour les utilisateurs de comprendre, par exemple, quels sont les grands principes de fonctionnement d'une technologie qui est déployée. Quel est le réseau qui est mobilisé, par exemple, pour transmettre les données. Quelles sont les conditions de validation de ces données? Alors parfois, c'est des conditions de validation sur une espèce qui ne sont pas adaptées à l'autre, mais parfois même au sein d'une espèce, on va vous vendre un collier qui a été validé sur des conditions de pâturage en parc, par exemple, et quand les animaux vont pâturer sur des surfaces pastorales non limitées, enfin sans clôture, leur comportement est différent, et puis les algorithmes ont du mal à converger, et du coup, on a des problèmes de classification plus importants des comportements. Et puis enfin, des derniers points, alors ça, c'est pas tant un manque de transparence, mais c'est plus un manque d'études et puis de communication, c'est sur les retours sur investissement. Le retour sur investissement, c'est un facteur d'adoption important pour les éleveurs. Alors, en général, qui est plutôt orienté pas tant sur des retours sur investissement économique, mais davantage autour de l'allègement de la pénibilité du travail, l'aide au travail, etc. Mais de plus en plus, on a des retours davantage économiques sur une fois que j'investis 100 euros dans un collier GPS, combien je vais pouvoir récupérer et sur quelle durée je vais pouvoir rembourser, entre guillemets, mon premier achat. Donc ce manque de transparence et de communication, globalement, il va limiter les usages et localement pénaliser les performances de l'ensemble de ces outils. Donc maintenant que j'ai parlé des grands freins, de ces 3 grands freins, je vais davantage m'orienter autour des leviers. Alors un des leviers, c'est par exemple si je souhaite m'équiper d'un collier GPS, que j'ai un troupeau de 1500 brebis, c'est le cas du domaine du Merle, là, que je vous ai montré dans le parc du Mercantour, combien je dois acheter de colliers, pardon. Et sur quels individus je vais équiper ce collier-là? J'ai peut-être mon troupeau de jeunes qui ne se comportent pas de la même façon que mes brebis. Peut-être que je vais avoir des sous-groupes qui vont se créer au sein de mon troupeau. Donc pour ça, on a mené des études comportementales qui ont permis notamment de mettre en évidence, bon, il y a des vidéos qui sont associées, c'était dans le cadre du projet Clochette, pour identifier quels étaient les individus les plus marqueurs du troupeau. Alors ça, on a fait ça à travers une approche où on équipait tous les brebis d'un troupeau et on regardait quelles étaient systématiquement les brebis dans le groupe qui étaient particulièrement accompagnés d'un groupe de copines et qui étaient marqueurs de plus grands groupes d'animaux. Et ces individus-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en place des méthodes comportementales assez simples pour les identifier. Il se trouve que les individus les plus marqueurs, ce n'est pas les individus dominants du troupeau. Alors dominant entendu comme ayant un accès privilégié à l'auge, c'est plutôt les individus qui vont prendre des initiatives. Donc les brebis exploratrices, initiatrices de mouvements, etc. Donc ces animaux-là, c'est des vrais marqueurs de la mobilité du troupeau. Elles sont assez facilement identifiables. Et ça, on a pu le répéter dans une diversité de systèmes de production, mais aussi une diversité de races. En l'occurrence, des mérinos d'Arles et puis des romanes au domaine de la Fage. Et puis les mérinos d'Arles, c'était au domaine du Merle.
sur d'autres types de leviers à l'échelle des systèmes d'élevage, c'est de réfléchir différemment sur l'intégration des solutions numériques. Donc ça, je vous montre, ça c'est une application web, c'est l'outil Maploo, qui est basé sur une application, alors pas strictement parler collaborative, mais davantage participatif. Donc là, c'est sur les communes voilà, autour du parc du Verdon, des éleveurs qui, en fonction des dégâts, des constats de dégâts liés à la prédation, renvoient automatiquement les données des constats de dégâts de prédation sur l'application Maploo. Et les éleveurs qui sont adhérents au réseau Maploo ou qui s'inscrivent gratuitement sur Maploo peuvent savoir est-ce que les éleveurs voisins ont vu un loup, est-ce qu'il y a eu une agression dans le troupeau et du coup se préparer en faisant des gardes un peu resserrées ou en rentrant les brebis ou en étant particulièrement vigilant cette année. À une échelle plus globale, Maploo, ça permet aussi d'avoir un peu plus localement, et puis à l'échelle du réseau tel qu'il est déployé, le nombre d'attaques qui sont constatées pour essayer de suivre les évolutions, par exemple des mises en place des moyens de mesure de protection des troupeaux. Est-ce que ça a un impact, etc. C'est même un outil davantage à une échelle citoyenne qu'il est intéressant de constater pour voir, par exemple, l'évolution des attaques des prédateurs sur d'autres espèces que les petits ruminants, qu'il s'agisse des équins ou des bovins, par exemple. Un autre outil qui est intéressant, alors je ne vais pas le détailler parce que c'est le drone et Germain en a déjà parlé, mais son intérêt du drone, c'est d'être capable d'utiliser un seul capteur pour pouvoir suivre un grand groupe d'animaux. Donc le drone, on peut l'utiliser simplement avec sa caméra et il y a de plus en plus de projets de recherche qui visent à intégrer de l'intelligence artificielle dans le drone, par exemple pour reconnaître certains comportements et éventuellement à plus long terme reconnaître des prédateurs ou reconnaître des situations qui sont à même de générer des stress à l'échelle du troupeau. Un autre levier, toujours sur cette première partie des systèmes de production, c'est l'affranchissement des réseaux de télécommunications traditionnels. Donc là, je me replace toujours sur la photo que je vous ai montrée initialement. Donc, je ne sais pas si on reconnaît, mais on est encore au col des Champs là. Et puis là, c'est le col des Champs, non plus vu sous photo réelle ou photo telle que Orange voit le col des Champs. Mais ça, c'est davantage une propagation de réseau, du réseau LoRa, donc un réseau longue portée et forte autonomie, qu'on a déployé au col des Champs pour vérifier à partir d'une approche où on modélisait la propagation du réseau LoRa à partir des antennes qu'on avait déployées. Donc, on a déployé une antenne pour les quartiers de fin de pâturage, enfin de fin d'alpage, et puis une autre antenne pour les quartiers de début de pâturage au niveau d'une crête qui va séparer les deux quartiers pour vérifier quel était le niveau de couverture qu'on pouvait assurer à l'échelle locale. Et on a pu vérifier que sur tous les endroits où les brebis allaient pâturer, donc là, il y a une crevasse, mais on a quand même testé voir si le réseau il y allait. Bon, tout ce qui est en bleu, c'est là où on n'a pas de réseau LoRa, et tout ce qui est en rouge, c'est là où on a un réseau LoRa. L'intérêt de ces réseaux-là, c'est qu'ils sont collaboratifs et si je déploie une antenne sur mon estive, elle est accessible à mes collègues et ça peut leur permettre, eux aussi, sur leurs capteurs qui sont connectés, avoir une transmission d'informations. Un des deuxièmes intérêts de ce genre d'installation, donc c'est autonome, il y a un panneau solaire et puis une gateway qui va transmettre l'ensemble des informations, c'est qu'on a besoin que d'une seule carte SIM, donc il faut vérifier qu'on est bien connecté à l'endroit où on va déployer l'antenne, mais une seule carte SIM permet de renvoyer les informations de tous les capteurs qui sont, eux, dépourvus de carte SIM, donc sans abonnement, donc beaucoup moins cher, et qui peuvent relayer leurs informations vers Internet grâce à la gateway. Donc on peut avoir comme ça une couverture locale, et même si on prend un peu plus de recul, donc là c'est l'alpage ici que j'ai suivi, et puis vous voyez qu'on est capable à travers juste ces deux antennes d'arroser entre guillemets, enfin de couvrir de réseau différentes zones de montagne où des collègues aussi vont pâturer sur ces zones-là. Des leviers à l'échelle industrielle, puisque les industriels considèrent le marché comme étant faiblement mature, c'est de les intégrer d'une différente façon. C'est-à-dire de ne pas attendre que les industriels proposent des solutions, mais d'aller les chercher à travers des formes d'organisation originales. Alors ces formes d'organisation originales, qu'est-ce qu'elles doivent faire? A priori, elles doivent mêler des chercheurs des différentes institutions telles que vous l'a présenté Germain, c'est-à-dire l'IDEL par exemple, qui s'empare du sujet des capteurs UHF pour faire du comptage au débit, du comptage au débit, oui, enfin, et du phénotypage au débit des animaux. C'est les intégrer à travers des groupements très spécifiques, des chercheurs, des ingénieurs du privé, puis des utilisateurs finaux, des éleveurs, et puis en général des éleveurs très motivés par les nouvelles technologies, en général des éleveurs primo-adoptants. C'est typiquement des éleveurs qui vont adopter du drone parce que ça les intéresse, ils ont des usages spécifiques, ou d'autres formes de technologies qui ont une appétence pour ce type de technologie. Ce que ça va permettre de faire, c'est créer une sorte de vitrine à travers des fermes pilotes pour montrer l'intérêt, les retours sur investissement, les limites qu'on peut avoir aussi autour de ces outils et avoir une approche qui parle à la plupart des acteurs de ces différentes filières de production. C'est pas moi qui l'ai inventé, là, ces cadres d'intégration, c'est notamment les Australiens, les Néo-Zélandais, dans les usages notamment que vous avez présenté Germain sur l'usage du drone pour faire du gardiennage, là, qu'ils appellent e-shepherding.
et pour la gestion de la prédation aussi. Ils constataient le manque d'outils et le manque d'actions coordonnées autour de la prédation, le manque de réponses autour des outils numériques. Et puis, ils ont mis en place ces formes d'associations tout à fait spécifiques qui n'ont pas vraiment de valeur légale, en l'occurrence en Europe à l'heure actuelle, et qui mêlent de façon tout à fait formalisée ces différents acteurs pour proposer des solutions et aller en avant face à l'écoute des besoins et la mise en place de marchés tout à fait originaux. Pardon. Des exemples, alors à plus petite échelle, c'est un projet qui est conduit, qui s'appelle Pastoral, qui est conduit par ma collègue Magali Jouven et puis qui embarque des collègues de Florac notamment, enfin d'autres instituts de recherche. C'est à travers cet outil, les éleveurs qui s'inscrivent sur cette plateforme vont équiper leurs animaux de colliers GPS et à partir de ces colliers GPS vont pouvoir avoir des cartes qui sont générées automatiquement pour leur permettre de comprendre de comprendre et puis d'avoir une vision à plus long terme sur leur utilisation des surfaces pastorales. Mais c'est pas seulement de permettre de connecter les outils numériques qui sont déployés dans les élevages, c'est aussi d'avoir des échanges de bonnes pratiques. Il y a des fiches qui sont disponibles où ils s'échangent, par exemple, toi, comment tu gères la repro à ce moment-là ou les mises bas, et c'est plurispécifique. Donc, c'est une plateforme d'échange qui combine du numérique, mais pas que du numérique, aussi un peu les bonnes recettes des éleveurs pastoraux, plutôt dans la région Occitanie, arrière-pays Montpellier. Et voilà, et puis j'ai terminé. Le dernier levier, c'était autour de la formation communication. Alors la formation communication, il y a deux enjeux propres. C'est d'abord de se former et de mieux communiquer sur l'utilité réelle ou perçue associée aux outils numériques à travers des démonstrations en élevage. Et puis l'utilisation et l'intégration au sein de services plus globaux. L'idée, c'est de plus vendre une technologie, mais c'est de vendre un service associé à la technologie pour parler autour d'un même thème, définir et partager des retours sur investissement et avoir une prise de décision qui est ajustée pour les opérateurs avant et puis après achat. Bon, je n'ai pas le temps de trop de parler là-dessus. Germain en a déjà parlé. Il y a déjà des projets qui s'intéressent à formaliser ces opérations de formation et de communication. Le projet PACAPIT autour des systèmes pastoraux pour la production d'agneaux. Et puis le projet DigiRangeland où il va y avoir des démonstrations de technologies et des échanges de technologies entre les pays adhérents pour voir comment elles peuvent être appliquées en France, par exemple. Voilà, je vous remercie. Mes conclusions, elles sont liées à l'identification des freins et leviers que je vous ai déjà montré. Donc, je vous invite aussi, je ne sais pas si les présentations seront disponibles, mais à nous contacter après coup. Merci pour votre attention. Merci. Je me lance tout de suite dans ma présentation, comme ça on aura quelques temps pour les questions. Voilà. Je viens d'Italie, de la Vallée d'Aoste. À l'origine, je suis ingénieur agronome et pastoraliste de mon état, et donc quelqu'un qui étudie les pâturages. Et je vais vous présenter une méthode qu'on a développée dans le cadre de plusieurs projets européens qui ont été financés par différents programmes. Le Life Pastoralp, c'est un projet dans lequel on était avec des collègues français. Le chef de file était l'Université de Florence. Et on a étudié sur deux parcs nationaux, un en Italie, le parc du Grand Paradis, un en France, le parc national des Écrins, la manière d'utiliser la télédétection pour cartographier les végétations pour un usage très pratique que je vais vous expliquer dans le cours de ma présentation. Plus de 7000 hectares ont été cartographiés de cette manière. Et le projet qui a commencé il y a un mois, le projet Interreg Italie-France à Cotra, donc EcoAlp 2050, va élargir l'application de cette technologie, de cette méthode à d'autres zones en Vallée d'Aoste et dans les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, avec la collaboration, le partenariat des conservatoires d'espaces naturels de Savoie et de Haute-Savoie, le parc de la Vanoise, l'école de Carméjeanne qui a été citée tout à l'heure, et la région Vallée d'Aoste et un parc naturel chez nous, dans notre région. D'abord, un résumé de quelles sont les étapes de rédaction d'un plan pastoral. On parle là d'un plan pastoral au niveau de l'alpage, de l'exploitation, pas un plan pastoral territorial. Là, j'ai pris l'exemple de la région Piémont, c'est une région à côté de la Vallée d'Aoste, et les différentes étapes qui sont prescrites pour rédiger ce plan pastoral avec une définition
du territoire avec la définition du contexte, l'analyse détaillée des ressources végétales avec les différentes étapes, les surfaces minimales cartographiables qui sont de minimum 2000 mètres carrés. Pour les surfaces plus grandes, un relevé floristique avec la méthode que vous voyez dans la photo, donc la méthode phytopastorale d'Agé Poissonnet, donc des relevés très ponctuels sur 25 points, un relevé tous les 6 hectares. Une classification qui est basée sur des méthodes statistiques et les cartes des faciès pastoraux qui sont donc les associations végétales qui sont définies. Plus analyse de la gestion, plus évaluation des potentialités pastorales. C'est sur ces points qui sont mis en évidence en vert. Il y a eu un petit accident derrière dans le couloir. On a essayé donc de simplifier les points qui sont justement marqués là en couleur vert. Une première simplification, donc pour aller au-delà de l'analyse linéaire, c'est-à-dire une analyse qui est somme toute très demandeuse de travail, très longue à réaliser, et a été la création de typologies de végétation. C'est une approche qui a été développée, je dirais, une trentaine d'années, justement en France. C'est le CEMAGREF de Grenoble, maintenant IRAE, qui l'avait développé sur les typologies des végétations d'alpage. Donc, on caractérise, on classifie les associations végétales, non pas par une relevée botanique, floristique, par l'entrée des espèces, mais avec des approches qui sont plutôt visuelles, des approches qui sont physionomiques et aussi basées sur la topographie. On définit un certain nombre d'associations végétales et pour chacune, avec les recherches, les prélèvements, les mesures qui ont été faites, on définit aussi une valeur d'usage, donc un minimum, un maximum de production, par exemple, de matière sèche, un minimum, un maximum de charge animale à préconiser pour chacun de ces types et aussi pour ce qui est les sous-types, donc les faciès. Une deuxième simplification qu'on a mis en place dans nos projets est justement la télédétection, l'application de la télédétection à l'analyse de ces végétations. Il y a 3 étapes qui ont été menées. Il y a l'harmonisation des différentes typologies. La zone d'étude, la zone de travail dans le projet pastoral comprenait le parc des Écrins et le parc du Grand Paradis, qui est en Italie entre 2 régions, la Valle d'Aoste et le Piémont. Les types ont été cartographiés au sol, donc avec des relevés de terrain, et les techniques de télédétection ont utilisé les relevés et les cartographies qui avaient été réalisées au sol pour essayer de dresser un modèle, un système qui puisse justement classifier et cartographier ces surfaces. Donc la harmonisation des classifications, là vous voyez les trois typologies qui existaient sur les zones. Celle des Alpes françaises du Sud couvrait le parc des Écrins. Celle de végétation de la Vanoise couvre aussi comme zone de validité la vallée d'Aoste et le Piémont, la troisième des typologies. Pour voir à quoi ça ressemble l'harmonisation, vous voyez ici les différents types. Là, c'est la typologie des végétations de la Vanoise qui est présentée et les différents types sont regroupés dans 13 catégories différentes qui vont des zones humides aux pelouses productives, aux pelouses à brachypodes ou à fétuques paniculés, les nardets, etc. Donc, les 13 catégories ont été cartographiées au sol. Là, c'est l'ensemble du parc du Grand Paradis avec les pelouses qui rentrent dans les alpages de ce parc. Vous voyez donc là la cartographie qui a été réalisée par des relevés de terrain. Et le développement de techniques de télédétection s'est basé justement, comme je vous disais, sur la cartographie au sol en utilisant le réseau de
satellite Sentinel-2 qui a un temps de retour de 5 jours sur le même endroit et une résolution de 20 mètres, c'est-à-dire les pixels ont 400 mètres carrés de surface. Avec cette approche par satellite, on a essayé de voir comment ça marchait pour cartographier 3 niveaux de complexité. Le premier, présence ou absence de pelouse. On a eu, disons, comme vérité à terre, si on veut dire, les relevés de terrain, la carte des habitats qui avait été réalisée par le parc même. Et on a vu que la précision était très bonne, 88% de précision entre ce que le satellite voyait comme pelouse et ce qui était à terre. Deuxième niveau d'approfondissement a été la productivité de ces différentes pelouses. Donc vous voyez celles en vert qui sont plus productives, en bleu les moins productives et en rouge les intermédiaires. Et là aussi on a eu un très bon niveau de précision entre ce qui avait été relevé au sol et ce que le satellite nous restituait. Le troisième niveau de classement, celui par les 13 catégories de végétation, a aussi un niveau, je dirais, bon de précision, mais un peu plus bas que les autres. Pourquoi on se pose des questions sur cette diminution de précision et on trouve des possibles réponses par le fait que, comme je vous disais tout à l'heure, le pixel du satellite de Sentinel-2 a 400 mètres carrés de surface. Les surfaces minimales cartographiées par les consultants qui ont travaillé à terre étaient de 2000 mètres carrés. Donc, d'un côté, on peut dire que le satellite est plus précis que l'homme à terre, au moins dans la restitution cartographique de la végétation présente. Donc, vous voyez une comparaison, là, c'est sur un zoom sur un secteur d'alpage entre ce qui a été relevé par le pastoraliste au sol et ce que le satellite nous a restitué. Vous voyez que, grosso modo, ça, disons, il y a plus ou moins les mêmes formes, mais dans la partie dans la cartographie réalisée par le satellite, on a quelques points qui sont plus petits que 2000 mètres carrés et qui sont cartographiés de manière plus précise. Donc, disons que ce qu'on peut voir, c'est que la cartographie par satellite, bien sûr, elle ne peut pas substituer l'homme. Elle peut être un outil qui précède la sortie sur le terrain. Le pastoraliste doit aller confirmer ce que le satellite peut avoir dit, mais ça donne aussi la possibilité d'avoir des mesures, surtout pour ce qui est les productions de biomasse qui vont avec cette représentation, qui peuvent être intéressantes. Le prochain passage, comme je vous disais, c'est ce projet EcoAlp qui va être appliqué sur une zone plus large dans laquelle on va essayer de cartographier par satellite et ensuite par relevé de terrain les surfaces d'alpage pour développer un modèle de plan pastoral qui soit applicable dans les zones au minimum, dans les zones Natura 2000 qui sont le focus de ce projet. Et en conclusion, quels sont les avantages de cette approche? Sans doute la précision, la rapidité. On peut, en utilisant les données qui sont enregistrées, auxquelles on peut avoir accès, on peut avoir une bonne représentation cartographique qu'on peut faire aussi dans les mois dans lesquels ce n'est pas possible d'accéder sur le terrain. En plus, pour nous, c'est assez urgent parce qu'il faut, dans la prochaine année, avoir rédigé au moins 50 plans pastoraux qui sont les alpages qui rentrent dans la zone Natura 2000 en Vallée d'Aoste. Et donc, la rapidité pour nous, c'est quelque chose d'important. Avec cette approche, on peut suivre l'évolution dans le temps de la végétation et des associations végétales qui peuvent être liées, par exemple, au changement de pratique ou bien aussi au changement climatique qui est en place. On peut avoir des informations quantitatives sur les surfaces étudiées et aussi
on peut avoir une précision sur la consommation de l'herbe par les animaux, l'élevage, par les domestiques ou bien aussi par les sauvages. Avec cela, je vous remercie pour votre attention. Je reste disponible pour tout approfondissement. Il va nous rester 5 grosses minutes pour d'éventuelles questions. S'il y a des questions dans la salle pour une des 3 présentations ou les 3. Merci, félicitations à tous les 3 parce que c'était vraiment très, très intéressant. Très bien le pouvoir de voir la différence d'utilisation aussi par les animaux domestiques et sauvages. J'ai trouvé très intéressant. Et je voulais demander l'utilisation des drones. Des fois, c'est des zones militaires, disons, ça va. Maintenant, on est là dans une zone pas particulièrement militaire, mais elle n'est pas toujours permise. Et puis une autre, c'est l'interaction avec les oiseaux. Les périodes de brouture de certains oiseaux où il ne faudrait pas passer avec les drones. Qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet? Je vais être plus à l'aise sur la première partie. Donc, effectivement, il y a une réglementation à respecter. Donc, il y a des zones interdites de vol. Donc, ça, il y a des cartes sur Internet. Il faut aller consulter les cartes qui vous disent là où vous pouvez voler et non. Un des problèmes, c'est mon collègue qui travaille sur les drones, Adrien Le Breton, qui faisait souvent cette blague, mais c'est la réalité. Là où il y a des terrains assez pauvres, là où il y a du pastoralisme, c'est souvent proche des zones militaires. Et donc, en fait, ça contraint un peu l'usage de ce type de technologie. Et après, sur l'interaction avec la faune sauvage et notamment les oiseaux, à titre personnel, je n'ai pas forcément d'éléments. Je sais qu'il y a des projets de recherche qui étudient ça. Et oui, il vaut mieux veiller à éviter de les perturber. C'est surtout au niveau des animaux qui nichent, etc. Mais je n'ai pas d'éléments à titre personnel sur ça. La plupart des parcs nationaux, ils interdisent purement et simplement les drones, par exemple. Comme ils interdisent les parapentistes, ce genre de... Dans le Mercantour, c'est interdit, par exemple. Ou je ne sais pas ce qu'il en est dans le parc. Oui, c'est pareil, c'est complètement interdit en corps de parc, quoi. Alors, tant qu'il y a une question, en fait, c'est pour certaines espèces qui sont sensibles, dans tous les cas. Et puis après, c'est par principe de précaution aussi. Hein. Ils sont... Les percnoptères, notamment, qui sont vachement sensibles à tout survol. Oui, ouais, tout à fait. Il y a une autre question. Oui, justement sur les drones, donc on parle de surveillance de jour, mais qu'est-ce qu'il en est de la surveillance de nuit? Est-ce que il y en existe ou est-ce que... Oui, c'est des kits. En fait, le drone, ça embarque une caméra globalement, quoi. C'est un capteur mobile, et donc on peut mettre des caméras infrarouges pour faire de la détection prédation, notamment. Et je sais qu'il y a des projets qui existent autour de ça pour faire de la reconnaissance même nocturne des tentatives de prédation par les loups dans les populations alpines. Il a joué sur le choix des drones. C'est le type de caméras infrarouges, de caméras thermiques qui peuvent être utilisées. Mais comme on dit, il y a toujours un pilote, donc il faut qu'il y ait quand même un humain, même si c'est de nuit, qui le pilote, qui le surveille. Et puis après, selon les zones, alors de nuit, il n'y a pas la même problématique, mais oui, il faut quand même qu'il y ait un humain. Donc ça génère une charge de travail de toute façon. Merci beaucoup pour les interventions. Elles étaient toutes très intéressantes. Moi, j'ai une question pour Dr Bassignana. Vous avez parlé de plans pastoraux dans votre intervention. Donc, je voulais savoir quelle est la définition que vous avez de ces plans et quelles sont les exigences, en fait. Quel est leur contenu spécifique et qui participe, à part vous, les chercheurs, de leur rédaction? Merci beaucoup. Alors, les plans pastoraux, pour l'instant, ont été introduits il y a 2 programmations dans le programme de développement rural de la région Piémont. Mais dans cette programmation, ils ont été introduits aussi en Vallée d'Aoste, et notamment pour ceux qui sont les alpages qui rentrent dans la zone Natura 2000, c'est-à-dire les alpagistes qui conduisent leurs troupeaux, qui gèrent des surfaces
qui sont au moins en partie à l'intérieur d'une zone Natura 2000 doivent se doter d'un plan pastoral. Le plan pastoral doit être rédigé par un professionnel et il faut le faire rapidement parce que, comme je vous disais, c'est à partir de l'année 2027 que ces plans pastoraux devront être déjà rédigés, c'est-à-dire on a 2026 et basta. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de pastoralistes. C'est aussi une invitation, s'il y en a ici dans la salle, dressez vos antennes. Du côté de la vallée d'Aoste, il y a quelqu'un qui est demandeur de ce genre de compétences. Et donc, c'est des professionnels qui sont vraiment un petit nombre, qui sont capables qui ont les compétences pour rédiger ça. On a fait de la formation, mais ça reste des chiffres assez basses. Et normalement, le plan pastoral, c'est quelque chose qui doit être, enfin, dans mon idée, mais enfin, dans sa nature, coécrit avec le gérant, avec l'arpagiste, parce que sinon, ça ne marche pas. Une autre information qui peut être importante, c'est que, je dirais, grosso modo, le 50% des revenus de quelqu'un qui est éleveur en montagne chez nous, ça vient de l'argent des mesures agro-environnementales. Ce qui veut dire on peut bien renoncer au plan pastoral, mais on ne touche pas les 50%. Et si on est dans la zone Natura 2000, de toute manière, on n'a pas le droit de renoncer à ça. C'est-à-dire on est obligé de le faire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment des chercheurs. Maintenant, c'est quelque chose qui touche vraiment le portefeuille des éleveurs et aussi les compétences des professionnels. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un petit complément, peut-être si les collectivités territoriales du coup ne sont pas impliquées, par exemple la commune ne sont pas impliquées dans la rédaction de ces plans. La plupart des alpages chez nous sont de propriété privée. Donc, il y a très peu d'alpages. Enfin, disons, 20% des alpages sont de propriété communale, 80% sont de propriété privée. Et en général, c'est entre le gérant et le parc ou entre le gérant et l'administration régionale, qui est celle qui distribue l'argent, que les choses se passent. Ce n'est pas le propriétaire, même si c'est la commune, non. Les communes ne sont pas impliquées.